Le manga shonen est souvent perçu comme un univers résolument masculin. Ses récits sont peuplés de héros courageux, de combats épiques et d'une quête incessante de dépassement de soi. Les magazines de prépublication, comme le Weekly Shonen Jump, ciblent historiquement un public de jeunes garçons. Pourtant, derrière cette façade virile se cache une réalité plus complexe et nuancée. Depuis plusieurs décennies, des femmes artistes, des mangakas talentueuses, ont infiltré ce bastion. Elles ont non seulement réussi à s'y faire une place, mais elles ont surtout contribué à le redéfinir en profondeur. Leur présence, d'abord discrète, est devenue une force incontournable qui a enrichi le genre de nouvelles sensibilités et de perspectives inédites. L'histoire des femmes dans le shonen n'a pas commencé avec les noms les plus célèbres que nous connaissons aujourd'hui. Dès les années 1970 et 1980, des pionnières ont commencé à explorer ce territoire. Elles travaillaient souvent sous des pseudonymes masculins ou androgynes. C'était une stratégie pour éviter les préjugés des éditeurs et du public. Ces artistes devaient naviguer dans une industrie dominée par les hommes, où les attentes étaient rigides. Leur contribution a été fondamentale. Elles ont ouvert une brèche, prouvant que le talent n'a pas de genre. Elles ont démontré qu'une femme pouvait tout aussi bien raconter une histoire d'aventure, d'amitié et de combat qu'un homme, tout en y apportant une profondeur émotionnelle différente. Cette infiltration progressive a permis de faire évoluer les mentalités. Les éditeurs ont lentement réalisé que le public était plus ouvert qu'ils ne le pensaient. Les lecteurs, garçons comme filles, ne se souciaient pas du genre de l'auteur, mais de la qualité de l'histoire. Les succès commerciaux de ces mangakas ont été la preuve la plus tangible de leur légitimité. Ils ont forcé l'industrie à reconnaître leur importance. Ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a été le fruit d'un long combat, mené par des femmes déterminées qui ont su imposer leur vision artistique avec force et conviction, prouvant que la créativité est universelle et ne connaît pas de frontières. Aujourd'hui, il est impossible d'évoquer l'âge d'or moderne du shonen sans mentionner des figures comme Rumiko Takahashi, Hiromu Arakawa ou Koyoharu Gotuje. Elles ne sont plus des exceptions ou des anomalies. Elles sont devenues des piliers, des références absolues dont les œuvres se sont vendues à des centaines de millions d'exemplaires à travers le monde. Leur succès phénoménal a définitivement brisé le plafond de verre. Elles ont transformé le paysage du manga shonen, non pas en le féminisant, mais en l'universalisant. Elles ont prouvé qu'une histoire puissante, portée par des personnages complexes et des thèmes universels, peut transcender toutes les étiquettes de genre. Rumiko Takahashi est sans conteste l'une des figures les plus importantes de l'histoire du manga. Née en 1957 à Niigata, elle développe très tôt une passion pour le dessin. Pendant ses études universitaires, elle s'inscrit au Gekiga Sonjuku, une école de manga fondée par le célèbre Kazuo Koike, l'auteur de Lone Wolf and Cub. C'est là qu'elle affine sa technique et développe son style narratif unique. Sa carrière professionnelle démarre en 1978 avec une nouvelle intitulée Katena Yatsura ou Ses égoïstes. Ce court récit lui vaut une mention honorable au prestigieux concours Shogakukan New Artist Award. Ce succès précoce lui ouvre les portes du magazine Weekly Shonen Sunday, où elle va rapidement s'imposer comme une auteure majeure. Le premier grand succès de Takahashi est Urusei Yatsura, ou Lamu, qui débute en 1978. Cette comédie de science-fiction déjantée, qui mêle folklore japonais et invasion extraterrestre, connaît un succès immédiat. L'histoire de l'humain Ataru Moroboshi et de la princesse extraterrestre Lamu séduit un large public grâce à son humour absurde et ses personnages attachants. Mais c'est avec Maison Nikoku, de 1980 à 1987, une comédie romantique plus mature, qu'elle confirme son talent pour dépeindre des relations humaines complexes. Puis vient Ranma 1/2, de 1987 à 1996, une œuvre qui va la propulser au rang de star internationale. L'histoire de ce jeune artiste martial qui se transforme en fille au contact de l'eau froide devient un phénomène mondial. Après le succès planétaire de Ranma 1/2, Takahashi ne se repose pas sur ses lauriers. En 1996, elle lance Inuyasha, une épopée fantastique bien plus sombre et sérieuse que ses œuvres précédentes. Ce récit, qui mêle aventure, romance et horreur dans le Japon de l'époque Sengoku, captive une nouvelle génération de lecteurs. L'œuvre est un immense succès commercial et critique, consolidant son statut de reine du manga.
Takahashi a la capacité unique de passer d'un genre à l'autre avec une aisance déconcertante. Elle maîtrise aussi bien la comédie burlesque que le drame romantique ou l'aventure épique. Cette polyvalence est l'une des clés de sa longévité et de son incroyable popularité. La carrière de Rumiko Takahashi est jalonnée de récompenses et de records. Elle est l'une des mangaka les plus riches et les plus vendues de tous les temps, avec plus de 200 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. En 2018, elle est intronisée au prestigieux Will Eisner Award Hall of Fame, une reconnaissance suprême pour un auteur de bande dessinée. En 2020, le gouvernement japonais lui décerne la médaille au ruban pourpre pour sa contribution aux arts. Sa trajectoire est celle d'une pionnière qui a non seulement réussi dans un milieu d'hommes, mais qui l'a dominé par son talent pur, son imagination débordante et sa compréhension profonde de la nature humaine. Hiromu Arakawa, de son vrai nom Hiromi Arakawa, est née en 1973 sur l'île d'Hokkaido. Elle grandit dans une ferme laitière, un environnement qui marquera profondément son œuvre et sa vision du monde. Cette enfance passée au contact de la nature et du cycle de la vie et de la mort lui inspire une philosophie pragmatique. Elle apprend très tôt le principe de l'échange équivalent. Pour obtenir quelque chose, il faut donner en retour une chose de valeur égale. Ce principe deviendra la pierre angulaire de son œuvre la plus célèbre. Avant de devenir mangaka, elle travaille pendant plusieurs années dans l'exploitation familiale, une expérience qui lui forge un caractère bien trempé et une grande éthique de travail. Sa carrière de mangaka débute en 1999 lorsqu'elle remporte le 21e Century Shonen Gangan Award avec sa nouvelle Stray Dog. Ce succès lui permet de publier son œuvre phare, Full Metal Alchemist, à partir de 2001 dans le magazine Monthly Shonen Gangan. L'histoire des frères Elric, deux jeunes alchimistes qui cherchent la pierre philosophale pour retrouver leur corps après une transmutation humaine qui a mal tourné, connaît un succès foudroyant. Le manga est salué pour la complexité de son scénario, la profondeur de ses personnages et la richesse de son univers. Arakawa y mêle action, drame, humour et réflexion philosophique avec une maîtrise narrative impressionnante. Ce qui frappe dans le parcours d'Arakawa, c'est sa discrétion. Elle a choisi le pseudonyme masculin Hiromu et se représente souvent sous la forme d'une vache, un clin d'œil à ses origines. Ce choix n'est pas anodin. Il lui permet de mettre son œuvre en avant, plutôt que sa personne ou son genre. Elle veut que ses lecteurs jugent son travail pour ce qu'il est, sans préjugés. Cette humilité contraste avec l'ambition et l'ampleur de ses récits. Après la fin de Full Metal Alchemist en 2010, elle ne tarde pas à se lancer dans un nouveau projet, Silver Spoon ou Jin no Saji, publié à partir de 2011. Cette œuvre, très différente, se déroule dans un lycée agricole à Hokkaido. Avec Silver Spoon, Arakawa revient à ses racines. Elle y dépeint, avec réalisme et humour, le quotidien difficile mais gratifiant du monde agricole. Le manga est une tranche de vie qui explore des thèmes comme le travail, le rapport à la nourriture, l'économie et l'orientation professionnelle. Bien que moins spectaculaire que Full Metal Alchemist, Silver Spoon est un immense succès critique et public. Il démontre une nouvelle fois la polyvalence de l'auteur et sa capacité à raconter des histoires profondément humaines. Hiromu Arakawa est une alchimiste du récit. Elle transforme des thèmes complexes et des expériences personnelles en or narratif, créant des œuvres universelles qui marquent durablement leurs lecteurs. Les styles graphiques de Rumiko Takahashi, Hiromu Arakawa et Koyoharu Gotouge sont aussi distinctes que leur personnalité. Takahashi possède un trait rond, doux et expressif. Ses personnages sont facilement identifiables, avec leurs grands yeux et leur design simple mais efficace. Ce style, hérité en partie du manga shoujo, lui permet de naviguer aisément entre la comédie et le drame. Ses scènes d'action sont dynamiques, mais c'est dans l'expression des émotions qu'elle excelle. Un simple regard ou un sourire suffit à transmettre une palette de sentiments. Cette clarté visuelle rend ses œuvres, même les plus complexes comme Inuyasha, très accessibles et agréables à lire, ce qui a grandement contribué à leur succès international. Le style d'Hiromu Arakawa est, à l'inverse, plus anguleux et puissant. Son trait est net, précis et incroyablement dynamique. Elle maîtrise parfaitement la composition des planches et le découpage des scènes d'action, qui sont d'une lisibilité exemplaire. Ces personnages ont des designs forts et variés, avec une attention particulière portée aux détails des vêtements et des équipements.
Son expérience à la ferme se ressent dans sa manière de dessiner les corps, qui ont un poids et une présence physique. Son style est brut et sans fioriture, allant droit à l'essentiel. Il est parfaitement adapté à l'univers sombre et militaire de Fullmetal Alchemist, mais sait aussi se faire plus doux et caricatural pour les scènes d'humour, créant un contraste saisissant. Koyoharu Gotouge, enfin, propose un style graphique très particulier, presque artisanal. Son trait peut paraître moins maîtrisé ou plus brut que celui de ses aînés, mais il est chargé d'une intensité émotionnelle rare. Ces personnages ont des visages anguleux et des expressions souvent extrêmes, passant de la tristesse la plus profonde à la fureur la plus totale. C'est dans le design des vêtements et des motifs, inspirés des estampes japonaises ukiyo-e, que son art se révèle pleinement. Les scènes de combat sont d'une beauté saisissante, avec des effets de fluide et de mouvements qui évoquent la peinture traditionnelle. Ce style unique, à la fois magnifique et dérangeant, a grandement participé à créer l'atmosphère si singulière de Demon Slayer. Sur le plan narratif, ces trois autrices partagent une capacité à construire des mondes cohérents et des intrigues complexes. Takahashi excelle dans les récits feuilletonnants, mêlant une trame de fond épique à des épisodes plus légers et centrés sur les personnages. Arakawa est une maîtresse du scénario planifié. Fullmetal Alchemist est un modèle de construction narrative, où chaque élément, chaque personnage a sa place et son importance du début à la fin. Gotouge, quant à elle, privilégie une narration plus directe et émotionnelle. Son récit est un sprint haletant, une course contre la montre, où l'urgence et le désespoir sont palpables à chaque page, créant une tension narrative constante et addictive. Bien qu'elles évoluent dans le cadre du shonen, ces trois mangaka infusent leurs œuvres de thématiques profondes, souvent enrichies par leur perspective féminine. Chez Rumiko Takahashi, la famille et les relations humaines sont au cœur de tout. Ses œuvres explorent les dynamiques familiales, souvent dysfonctionnelles mais toujours aimantes. La romance n'est jamais un simple prétexte. Elle est traitée avec nuance et complexité, montrant des personnages qui apprennent à communiquer et à surmonter leurs défauts. Dans Ranma 1/2 ou Inuyasha, les relations amoureuses sont des moteurs de l'intrigue, aussi importants que les combats. Elle accorde une place centrale à des personnages féminins forts, indépendants et complexes, comme Akane Tendo ou Kagome Higurashi, qui sont loin d'être de simples demoiselles en détresse. Hiromu Arakawa, quant à elle, explore des thèmes plus sombres et philosophiques. Le concept d'échange équivalent dans Fullmetal Alchemist est une métaphore puissante sur le sacrifice, la responsabilité et les conséquences de nos actes. L'œuvre aborde de front des sujets difficiles comme la guerre, le génocide, le racisme et l'éthique scientifique. Sa perspective se ressent dans le traitement de la fraternité, qui est le cœur émotionnel du récit. La relation entre Edward et Alphonse est dépeinte avec une tendresse et une profondeur rares. De plus, Arakawa crée des personnages féminins exceptionnels, comme Risa Okai ou Winry Rockbell. Elles ne sont pas définies par leur relation aux hommes, mais par leurs compétences, leur intelligence et leur force de caractère. Koyoharu Gotouge place l'empathie et la compassion au centre de Demon Slayer. Le héros, Tanjiro, n'est pas un guerrier assoiffé de vengeance. Sa principale qualité est sa gentillesse infinie, même envers ses ennemis. Il pleure pour les démons qu'il tue, cherchant à comprendre leurs souffrances passées. Cette approche est une rupture radicale avec les protagonistes de shonen traditionnels. La famille est également un thème central, mais traité sous l'angle de la perte et du deuil. La quête de Tanjiro est entièrement motivée par l'amour inconditionnel qu'il porte à sa sœur Nezuko. Cette dernière est un personnage fascinant, un démon qui lutte pour conserver son humanité, protégeant les humains au lieu de les dévorer. C'est une représentation puissante de la résilience et de la force intérieure. Ces trois autrices ont en commun une capacité à créer des mondes où les valeurs traditionnellement associées au féminin, comme l'empathie, le soin et la complexité des relations interpersonnelles, ne sont pas vues comme des faiblesses, mais comme des forces. Elles ne rejettent pas les codes du shonen, comme le courage ou le dépassement de soi, mais les complètent. Elles montrent que la vraie force ne réside pas seulement dans les muscles ou la puissance, mais aussi dans le cœur, dans la capacité à comprendre l'autre et à tisser des liens. Cette vision plus holistique de l'héroïsme a profondément enrichi le genre et a permis à un public plus large, y compris féminin, de s'identifier à ces histoires. La question de l'influence du genre de ces autrices sur leur travail est complexe. Il ne s'agit pas de dire qu'elles écrivent des shonen de femmes, ce qui serait réducteur.
Il s'agit plutôt de constater comment leur expérience en tant que femme, dans la société japonaise, a pu informer leur manière de construire leurs personnages et leurs récits. Elles ont subtilement subverti les codes du shonen de l'intérieur. Rumiko Takahashi, par exemple, a popularisé le concept de genderbender avec Ranma 1/2. En forçant son héros à littéralement se mettre dans la peau d'une femme, elle explore avec humour les stéréotypes de genre et questionne la notion de masculinité. Hiromu Arakawa, de son côté, a déconstruit la figure du héros de shonen. Edward Elric n'est pas un adolescent insouciant qui découvre ses pouvoirs. C'est un enfant qui a commis une terrible erreur par arrogance et qui passe tout le récit à essayer de la réparer. Sa quête n'est pas une quête de puissance, mais une quête de rédemption. Arakawa met en scène un monde où les adultes, notamment les figures d'autorité militaire, sont souvent corrompus ou brisés par la guerre. Elle offre une critique acerbe du militarisme et du nationalisme, des thèmes rarement abordés avec une telle profondeur dans un manga pour adolescents. Sa vision est pragmatique, presque terre-à-terre, loin de l'idéalisme naïf de certains shonen. Koyoharu Gotouge a, quant à elle, révolutionné la représentation de la sensibilité masculine. Tanjiro pleure souvent. Il exprime ouvertement sa peur, sa tristesse et son désespoir. Cette vulnérabilité, loin de le rendre faible, est présentée comme sa plus grande force. C'est elle qui nourrit sa compassion et sa détermination. Dans un genre où les héros sont souvent stoïques et doivent cacher leurs émotions, c'est une approche profondément novatrice. Elle propose un nouveau modèle de masculinité, plus sain et plus complet, qui a trouvé un écho immense auprès du public jeune, en quête de repères plus nuancés et plus humains. En définitive, ces trois mangakas n'ont pas cherché à transformer le shonen en shoujo. Elles ont respecté les attentes du public cible, de l'action, de l'aventure, de l'amitié. Mais elles ont utilisé ce cadre pour y insérer des personnages et des thématiques plus complexes. Elles ont prouvé que l'on pouvait avoir des combats spectaculaires et des relations amoureuses matures, que l'on pouvait avoir un héros surpuissant et des réflexions philosophiques sur la guerre, que l'on pouvait avoir des sabres et des démons et un protagoniste qui pleure. C'est cette capacité à fusionner les genres et à enrichir les codes existants qui constitue leur plus grande innovation et leur apport le plus précieux au monde du manga. L'impact de ces trois autrices dépasse largement le cadre de l'industrie du manga. Leurs œuvres sont devenues des phénomènes culturels globaux qui ont marqué plusieurs générations. Rumiko Takahashi a été l'une des premières mangakas à connaître un succès massif en Occident dans les années 1990. Ranma 1/2 et Inuyasha ont été des portes d'entrée vers le manga et l'animation japonaise pour des millions de fans à travers le monde. Ces comédies romantiques ont contribué à populariser un genre qui mêle action et sentiment, créant un pont entre le shonen et le shoujo. Elle a démontré qu'un manga pouvait avoir un attrait universel, transcendant les frontières culturelles et de genre. Hiromu Arakawa a, quant à elle, élevé le niveau d'exigence narrative dans le shonen. Full Metal Alchemist est souvent cité comme un chef-d'œuvre pour la perfection de son scénario. Son succès a prouvé aux éditeurs que le public adolescent était capable d'apprécier des histoires complexes, matures et sombres. L'œuvre a eu un impact durable sur la manière dont les shonen sont écrits, encourageant les auteurs à développer des univers plus riches et des intrigues mieux construites. Sur le plan industriel, le succès de Full Metal Alchemist dans un magazine comme le Monthly Shonen Gangan de l'éditeur Square Enix a montré qu'il était possible de concurrencer les géants historiques comme le Weekly Shonen Jump de Shueisha et le Weekly Shonen Magazine de Kodansha. Le cas de Koyoharu Gotouge et de Demon Slayer est encore plus spectaculaire. Le manga n'a pas seulement eu un impact, il a littéralement sauvé une partie de l'économie japonaise pendant la pandémie de Covid-19 en 2020. Le succès du film Le Train de l'Infini a relancé les salles de cinéma. Les produits dérivés se sont vendus par millions, stimulant de nombreux secteurs. Demon Slayer est devenu un véritable phénomène de société au Japon, connu de tous, des enfants aux personnes âgées. Ce succès sans précédent a prouvé qu'un seul titre pouvait avoir un impact macroéconomique. Il a aussi changé la stratégie des éditeurs qui misent désormais massivement sur des adaptations animées de très haute qualité pour propulser les ventes de leurs mangas. Ces trois femmes ont donc eu un impact colossal, chacune à sa manière et à son époque. Elles ont non seulement vendu des centaines de millions de livres, mais elles ont aussi changé la perception du manga dans le monde. Elles ont prouvé que le shonen n'était pas un genre monolithique, mais un champ d'expérimentation créative infinie.
Elles sont devenues des modèles pour des milliers d'aspirants mangaka, hommes et femmes. Leur succès a forcé l'industrie à être plus ouverte et à reconnaître que le talent n'a pas de genre. Elles ont bâti des empires médiatiques, non pas par calcul, mais par la seule force de leur imagination et de leur travail acharné. L'héritage de Takahashi, Arakawa et Gotouge est immense, mais il est important de rappeler qu'elles s'inscrivent elles-mêmes dans une histoire plus longue des femmes dans le manga. Avant elles, des pionnières comme Machiko Hasegawa, créatrice de Sazae-san, ou le duo Fujiko-Fujio, dont l'un des membres était une femme, Motoo Abiko, avaient déjà connu un succès immense avec des œuvres destinées à un large public. Dans le shonen spécifiquement, des autrices comme Kazue Kato, avec Blue Exorcist, ou Yana Toboso, avec Black Butler, prépubliées dans un magazine shonen, avaient déjà prouvé qu'elles pouvaient créer des univers sombres et des histoires d'action populaires. Ces trois figures révolutionnaires n'ont donc pas surgi de nulle part. Elles sont les héritières d'un chemin déjà tracé. Leur succès a cependant eu un effet d'accélérateur. Elles ont rendu la présence des femmes dans le shonen non seulement acceptable, mais désirable pour les éditeurs. Aujourd'hui, de nombreuses autrices talentueuses marchent dans leurs pas. On peut citer par exemple Negi Aruba, l'auteur de The Quintessential Quintuplets, un shonen qui se concentre presque entièrement sur la romance et les relations, montrant l'influence de Takahashi, ou encore des autrices comme Paru Itagaki, créatrice de Beastar, qui explore des thèmes sociaux complexes à travers une allégorie animale, dans la lignée thématique d'Arakawa. L'industrie est devenue plus diverse, et les histoires qu'elle propose le sont aussi. La nouvelle génération de mangaka féminines semble encore plus décomplexée. Elle n'hésite pas à aborder tous les genres, du plus violent au plus humoristique. Des auteurs comme Tatsuki Fujimoto, auteur de Chainsaw Man, un homme, mais dont le style narratif non conventionnel est souvent loué pour sa sensibilité unique, ou Geiji Akutami, créateur de Jujutsu Kaisen, dont le genre est inconnu mais que beaucoup soupçonnent d'être une femme, repousse les limites du shonen. Il ou elle crée des récits sombres, complexes, qui déconstruisent les clichés du genre avec une liberté totale. C'est le signe que la voie ouverte par les pionnières est désormais une autoroute. Le genre de l'auteur est devenu une information secondaire, voire non pertinente, face à la qualité et à l'originalité de l'œuvre. En conclusion, la contribution de ces femmes révolutionnaires a été de transformer le shonen de l'intérieur. Elles n'ont pas seulement écrit des histoires à succès, elles ont élargi l'horizon thématique et émotionnel du genre. Elles ont prouvé que la force pouvait coexister avec la vulnérabilité, l'action avec l'introspection, l'épique avec l'intime. Leur héritage est visible partout, dans la complexité des personnages, dans la diversité des récits, et surtout, dans la reconnaissance croissante que le talent n'a ni genre, ni limite. Grâce à elles, l'avenir du manga shonen s'annonce plus riche, plus nuancé et plus universel que jamais, ouvert à toutes les voix qui ont une histoire à raconter.